Voilà, très bien. Donc, on va Donc, on va continuer. Donc, j'ai dit que la rétinopathie, elle répond à une classification. La classification en 4 stades. Classification en 4 stades. Le stade 1, vous allez remarquer un rétrécissement artériel diffus. Le stade 2, un signe du croisement. Le stade 3, une HTA sévère. Hein. Le stade 3, ça veut dire que déjà, il y a une HTA sévère. Il y a un rétrécissement artériel localisé, des hémorragies, des exsudats. Vous remarquerez, ce stade 1 ou 2, il n'y a aucune hémorragie, aucune exsudat. C'est juste le signe du croisement. Au stade 3, il y a des petites hémorragies, des exsudats. Et bien sûr, le stade 4, c'est l'œdème. Comme vous le voyez en bas, la photo, il y a un œdème de la papille, un œdème papillo-rétinien. Voilà. Cette classification, elle est simple, parce qu'elle mélange l'athérosclérose, qui met le signe du croisement, c'est l'athérosclérose, et les signes d'HTA, c'est le rétrécissement artériel. Le rétrécissement artériel, c'est un signe d'HTA. Et le signe du croisement, c'est un signe d'athérosclérose. Cette classification, elle mélange les deux. On a une autre classification de Kirkendall de 1975 qui classe la rétinopathie hypertensive en 3 stades et distingue les signes d'hypertension et les signes de l'athérosclérose. Voilà. Le stade 1 au cheville fait des rétrécissements artériels diffus dus à l'hypertension et l'athérosclérose qui est un signe, le signe du croisement qui est un signe de l'athérosclérose. Le stade 2, c'est les exsudats, les hémorragies avec un rétrécissement artériel localisé lié à l'athérosclérose. Et le stade 3, il y a l'œdème papillaire, voire même une très-thrombose ou une thrombose vasculaire et un engainement artériel. C'est la nouvelle classification qui classe uniquement en 3 stades, mais qui fait la différence entre les signes de l'hypertension artérielle et les signes de l'athérosclérose. OK? Tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Je vais regarder les conversions. Voilà. À tout le monde, oui. Très bien. Donc, l'évolution. L'évolution de la rétinopathie hypertensive. Normalement, une hypertension bien équilibrée, il n'y a pas de rétinopathie diabétique hypertensive grave. Ce sont surtout le diabète qui s'aggrave, mais la rétinopathie hypertensive, elle s'aggrave de moins en moins. Donc, malgré le traitement, parfois, on a des complications. Quelles sont ces complications? Ce sont surtout les thromboses. On peut faire une thrombose de l'artère, on peut faire une thrombose de la veine. On peut avoir aussi une neuropathie optique ischémique antérieure qui va évoluer vers l'atrophie optique et on peut avoir des complications qui sont liées à des complications surtout des macroanévrismes. Et on peut avoir, bien sûr, des complications générales de l'hypertension, vous les connaissez mieux que moi, telles que, par exemple, le problème cardiaque, le problème neurologique. Donc, l'évolution, elle peut être stable, elle peut régresser en quelques semaines, parfois elle peut se compliquer. Ce sont surtout les thromboses et on peut aussi, souvenez-vous, avoir une neuropathie optique, c'est-à-dire une ischémie, une occlusion, une thrombose au niveau du nerf optique. Voici donc, je reprends. Donc, on peut avoir une thrombose, des complications et des complications de la stem. Voici une occlusion de la veine centrale de la rétine. Donc, il y a la veine branche de la rétine. Ici, il y a une thrombose. Comme vous voyez, on ne voit plus la veine. Elle est thrombosée. Il y a des hémorragies. Il y a des nodules cotonneux. C'est une occlusion d'une branche. Si la branche supérieure, elle est intacte et la branche supérieure, elle est thrombosée. Ici, c'est un macroanévrisme. C'est une complication de l'hypertension artérielle. Voici le macroanévrisme sur le plan du fond d'œil et le macroanévrisme comme on le voit sur un cliché d'angiographie. Comment on traite l'hypertension artérielle? Le traitement, il est bien sûr étiologique. C'est le traitement de l'HTA. En cas de tableau de rétinopathie hypertensive, avec œdème papillaire rétinien, hémorragie et tension majeure,
Le traitement, c'est toujours le traitement de l'HTA. Il devient très urgent, de même que le traitement d'une toxémie gravidique. Comment on fait le traitement d'une rétinopathie hypertensive dans la toxémie gravidique? Il faut faire le déclenchement, il faut faire accoucher la parturiente et il faut bien sûr faire une angiographie après la grossesse, qui est contre-indiquée pendant la grossesse, il faut la faire après. Bien sûr, lorsqu'il n'y a pas de complications, normalement tout rentre dans l'ordre, mais lorsqu'il y a des complications telles qu'une thrombose, surtout les thromboses de la veine, le traitement, il est souvent palliatif et décevant, mais il y a actuellement, on traite par les anti-VEGF tous les œdèmes maculaires qui compliquent les thromboses de la veine. Donc, le traitement de l'HTA, c'est le traitement le plus important. Il faut traiter les hypertensions artérielles au maximum. Il faut réévaluer lorsque il y a des signes d'œdème papillaire et des exsudat et des hémorragies. Il faut revoir avec le cardio. Il faut encore traiter. Et pour la toxémie gravidique, il faut déclencher l'accouchement. Voilà. Donc, le traitement de la rétinopathie hypertensive, c'est contre-indiqué pendant la grossesse. Le traitement de la rétinopathie hypertensive, c'est le traitement de la tension. Donc, on a vu œil et maladie générale. On a œil et maladie générale. Pour œil et maladie générale, on a l'hypertension artérielle, on a le diabète c'est le plus, et on a les maladies infectieuses. Les maladies infectieuses, on va voir qu'il y en a beaucoup. Beaucoup de maladies infectieuses peuvent retentir sur l'œil, notamment d'abord la tuberculose. La tuberculose peut donner des signes oculaires. La tuberculose est une maladie générale, mais elle peut donner également des signes oculaires. Elle peut donner des conjonctivites. Elle peut donner surtout une kératite interstitielle, une sclérite. On a vu ce matin les sclérites et l'épisclérite. Et surtout, elle peut être à l'origine d'une uvéite granulomateuse, voire d'une vascularite rétinienne. Donc, devant toute uvéite granulomateuse, devant toute vascularite rétinienne, il faut faire évoquer la tuberculose et rechercher une tuberculose, surtout dans notre pays où on est un pays quand même d'endémie. Maintenant, les tubercules de Bouchu, qu'on voit là sur la rétinographie en bas, donc, ils sont en relation avec la bactériémie. Dans les miliaires tuberculeuses, sont rares, on n'en a pas personnellement, j'ai vu une seule fois les tubercules de Bouchu. Ce sont des petits foyers jaunâtres, hein, qui peuvent être uniques ou multiples. Cet aspect est non spécifique, mais il est évocateur. Il n'est pas spécifique de la tuberculose, mais il est évocateur. Gardez dans les manifestations de la tuberculose, surtout, j'ai mis en rouge l'uvéite granulomateuse. Une uvéite récidivante, granulomateuse, surtout qui est corticorésistante, qui ne répond pas à la corticothérapie, pensez à une tuberculose. Surtout si elle s'accompagne d'une vascularite. Donc ça, c'est la tuberculose. Le zona, on a vu ce matin, on avait dit en parlant de la kératite, que la kératite pouvait être concomitante au zona. Donc, le zona ophtalmique est une manifestation générale, peut avoir une manifestation générale au niveau de l'œil. On avait dit qu'on pouvait avoir une kératite, qui peut être superficielle, elle peut être profonde, c'est-à-dire stromale, ou carrément, elle peut être neurotrophique, c'est-à-dire à la fin, quand la kératite évolue pendant des années, le malade, il ne sent plus, il perd la sensibilité, c'est ce qu'on appelle la kératite neurotrophique. Ça, c'est surtout la kératite dans le zona, mais on peut avoir aussi une conjonctivite, une épisclérite et surtout une uvéite hypertensive, surtout une uvéite hypertensive. On peut avoir également une paralysie oculomotrice. On peut avoir... C'est bon, c'est donc, on peut avoir également une paralysie oculomotrice. Ça, c'est pour le zona. Concernant l'herpès, ce matin aussi, on avait parlé des kératites herpétiques. J'ai bien parlé des kératites herpétiques et j'ai dit que c'était une cause de cécité. Les kératites herpétiques, c'est une cause de cécité. L'herpès 1, souvent chez l'adulte, mais l'herpès 2 en période néonatale. C'est-à-dire l'herpès 2, c'est différent. C'est-à-dire que c'est des enfants qui ont l'herpès en néonatologie. Madame, on ne va pas en parler. C'est des complications neurologiques, c'est des bébés qui naissent avec des complications, des problèmes. On va parler de l'herpès 1.
Et on décrit dans l'herpès 1, comme pour l'herpès cutané, d'abord une primo-infection, ce matin on en a parlé, et j'ai dit que faites attention, les enfants qui viennent avec de l'œil rouge unilatéral récidivant, ça peut être un herpès, hein, surtout chez l'enfant entre 2 et 3 ans. Donc on a une primo-infection, une phase de latence et une phase de réactivation. La forme clinique qu'on a vue ce matin, c'est l'ulcère dendritique. C'était l'ulcère dendritique sur un œil rouge douloureux, larmoyant et photophore. J'ai bien dit ce matin que toute photophobie, il faut suspecter une kératite. Et que dans les kératites, il y a les kératites virales et bactériennes, et dans les virales, c'est l'herpès le plus fréquent. Donc, il s'agit le plus souvent d'un ulcère dendritique. Prenant la fluorotéine en feuille de fougère, pardon, mais il peut être aussi en cartiographie. Le traitement, on en a parlé ce matin, on a dit que c'était le traitement antiviral. Et lorsqu'il s'agit d'une ou deux épisodes dans les polyrépomates, mais lorsque ça récidive beaucoup et qu'il y a beaucoup de récidives, hein, surtout beaucoup de récidives pendant l'année, on peut passer au traitement par comprimé, les antiviraux par comprimé. On décrit également des kératites profondes, stromales et interstitielles. On peut aussi avoir des uvéites herpétiques. Elles sont très spéciales, les uvéites herpétiques. Elles donnent de la nécrose au niveau du stroma aérien. Voici donc quelques images de kératite. La kératite herpétique, hein, en dendritite, que vous voyez en haut, les dendrites, et la kératite en cartiographie. Voilà. Les autres manifestations, on a les manifestations ophtalmologiques au cours des atteintes par cytomégalovirus. Voilà. Et au cours du sida, lorsqu'il y a une atteinte au cytomégalovirus, généralement c'est des patients déjà sidéens, donc on peut avoir une atteinte par le cytomégalovirus, c'est les atteintes de la rétine, c'est des rétinites carrément. Au cours du sida, on peut avoir la microangiopathie VIH, on a la rétinite à cytomégalovirus, on a aussi la choriorétinite toxoplasmique et le syndrome de Kaposi. Ça, c'est manifestation du sida. Pour la toxoplasmose aussi est une maladie générale, elle peut atteindre le cerveau, elle peut atteindre l'œil. Au niveau de l'œil, elle se manifeste par une uvéite antérieure, mais aussi, surtout, par une uvéite postérieure. Voici un foyer cicatrisé de toxoplasmose. Généralement, les foyers de toxoplasmose sont très proches de la macula. Généralement, ils sont un peu au pôle postérieur. Ils ne sont pas dans la périphérie ici. On les trouve très, très proches de la macula. C'est typique d'une uvéite postérieure. Et donc, l'uvéite postérieure dans la toxoplasmose, elle associe un foyer récent et un foyer cicatrisé. Ici, c'est un foyer cicatrisé. Donc, concernant l'œil et les maladies inflammatoires, donc on a vu le diabète, l'hypertension, on a vu le sida, hein, l'herpès, etc. Quelques maladies inflammatoires. C'est très important, les maladies inflammatoires. Vous, en tant que généraliste, vous aurez dans votre vie quotidienne avoir des malades qui ont des maladies générales, des vascularites, telles que la sarcoïdose, la maladie de Behçet, etc. Il faut savoir qu'il y a un retentissement sur l'œil et que les maladies inflammatoires peuvent donner des uvéites, des vascularites, des choriorétinites et des névrites optiques. C'est le cas de la spondylarthrite ankylosante, c'est le cas de la sarcoïdose, c'est le cas du lupus érythémateux disséminé, c'est le cas de la maladie de Behçet qui peut donner, comme vous le voyez ici, une vascularite occlusive importante, pouvant être à l'origine d'une cécité. On peut avoir aussi un retentissement de la maladie de Horton. La maladie de Horton peut entraîner également des manifestations au niveau de l'œil, type neuropathie optique ischémique, c'est-à-dire un édème papillaire d'allure ischémique qui peut se bilatéraliser et on peut avoir une cécité au niveau des deux yeux. Donc faites attention, toute maladie de Horton, on doit faire un examen ophtalmologique. Et toute maladie Horton qui se plaint de baisse de l'acuité visuelle, il faut faire un examen ophtalmologique le plus rapidement possible. Et toute baisse de l'acuité visuelle où on trouve un œdème papillaire, il faut penser à la maladie de Horton. En premier lieu, chez une personne âgée, comment vous faites le diagnostic? Bien sûr, c'est la BS. On demande juste une BS. Si la BS est élevée et qu'il y a un œdème papillaire chez une personne âgée, c'est une maladie de Horton jusqu'à preuve du contraire.
Ça, c'est quand ça concerne les uvéites. Hein. Donc, ça concerne, pardon, les inflammations. Maintenant, au cours de la sève, si vous voyez des gens qui ont la sève, mais la sève peut se manifester. La sève, c'est une maladie neurologique et comme vous le savez, l'œil aussi, et c'est une émanation du cerveau. Donc, tout ce qui touche le cerveau, tout ce qui touche le cerveau et les nerfs va toucher l'œil. Donc, la sève a aussi des manifestations oculaires. Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau, chez un patient qui présente une sève? On peut avoir des uvéites, on a surtout des vascularites et on peut avoir une névrite optique rétrovulvaire œdémateuse, parfois même révélatrice de la maladie. C'est-à-dire, le malade n'est pas connu, il fait une névrite optique rétrovulvaire et on fait le diagnostic de la sève. Et on peut aussi avoir des paralysies oculomotrices. Et devant toute paralysie oculomotrice, c'est le sujet jeune, il faut penser à la sève. Quelqu'un qui voit double, il est jeune, il n'a pas d'anévrisme, le scanner est normal, il faut faire un bilan neurologique parce qu'il peut s'agir d'une amorce d'un début de sève, sclérose en plaques. Voilà. Très bien. Donc, normalement, on a fait le tour des œils et maladies générales. Vous pouvez poser des questions si vous voulez. Vous m'entendez? L'AVS. Névrite optique se trouve aussi lors de le diabète. La névrite optique rétrobulbaire, c'est typique de la sève. Névrite optique rétrobulbaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne voit rien, le fond d'œil il est normal et le malade ne voit rien. Le malade ne voit rien et le médecin ne voit rien. Ça, c'est rétrobulbaire, c'est typique de la sève. Dans la maladie diabétique, c'est une neuropathie optique ischémique. C'est aussi une forme de névrite optique, c'est un peu compliqué. Gardez dans la tête qu'une névrite optique rétrobulbaire, ça veut dire que le fond d'œil est normal. Et lorsque le malade ne voit pas que le fond d'œil est normal, pensez à la sève. OK? L'AVS dans la maladie de Horton, bien sûr, si vous avez quelqu'un qui se plaint de baisse de l'acuité visuelle ou un œdème papillaire, cette personne a plus de 50 ans, il est strictement interdit de ne pas faire une VS parce qu'avec une simple VS, on peut éliminer la maladie de Horton. Parce que dans la maladie de Horton, la VS, elle est de 100 à la première heure. Et c'est juste un œdème papillaire plus une VS à 100, on est en droit de commencer déjà une corticothérapie sans faire la biopsie de l'artère temporale. On est en droit de commencer à faire une corticothérapie. Pourquoi? Parce que c'est une urgence et le malade, il peut bilatéraliser de l'autre côté, il peut perdre l'œil. Oui, l'angiographie, il ne faut pas la faire pendant la grossesse parce que c'est un produit qu'on injecte, c'est toxique. Est-ce que le fond d'œil est le même dans la neuropathie ischémique diabétique que dans la CEP? Dans la CEP, j'ai dit le plus typique, c'est rétrobulbaire. Et dans la rétinopathie diabétique, la neuropathie diabétique optique ischémique, qui fait un ischémique, c'est l'angiographie. Mais déjà, sur le fond d'œil, on peut suspecter l'ischémie. Il y a des petites hémorragies en flamèche, il y a un œdème blanc. Tout ça, c'est de l'hyperspécialisation. Et comment on confirme? C'est lorsqu'on fait le champ visuel et l'angiographie. L'angiographie va montrer de l'ischémie au niveau de la carte binaire optique et le champ visuel va montrer des déficits qui sont relatifs à une ischémie. C'est un peu trop spécialisé pour vous. Oui? D'autres questions? Les uvéites herpétiques, les uvéites herpétiques, il y a de la nécrose de l'iris, donc il y a des atrophies de l'iris. Vous avez une uvéite, mais l'iris, il est atteint. Il y a une petite nécrose de l'iris, il y a une ischémie de l'iris, il y a une atrophie de l'iris. Oui? Nous, pour l'angiographie, moi, je préfère ne pas faire une angiographie chez une femme qui fait une éclampsie. Elle n'est pas contre-indiquée par rapport à la grossesse, mais comme elle fait une éclampsie, l'angiographie
pendant la période des 10. Ce n'est pas par rapport à la grossesse, c'est par rapport à l'état de santé de la malade. On n'injecte pas un produit, il est allergisant, il y a des risques d'état de choc, donc on ne fait pas l'angiographie à une femme qui a une éclampsie. Par rapport à la grossesse, si, on peut faire des angiographies pendant la grossesse, c'est pas la même chose. Donc, il y a une petite confusion. Le traitement du zona, il se fait en infectieux, c'est le traitement du zona. C'est pas, nous, à notre niveau, on donne des collyres et des pommades antivirales, mais surtout, c'est le traitement en infectieux, c'est carrément des perfusions d'antiviraux, c'est le traitement bien codifié par voie générale. Il n'y a aucun problème pour les accouchements par voie basse, hein, pour une rétinopathie diabétique. On ne peut pas faire une césarienne à cause d'une rétinopathie diabétique. On fait accoucher le malade et ensuite, lorsqu'elle accouche, après, on peut intervenir. Si elle a une rétinopathie diabétique active, il faut faire laser, on fera le laser. Sinon, s'il faut l'opérer, on l'opérera. Mais on n'a pas le droit d'indiquer une césarienne par rapport à une rétinopathie diabétique. Normalement, c'est l'accouchement par voie basse. D'ailleurs, même pour la myopie, on ne peut pas dire à une dame qui a une myopie, vous avez des lésions, vous faites l'accouchement par voie césarienne. Non, c'est la voie basse, normale. Il n'y a aucune étude qui a prouvé que ces parturients doivent être opérés. Jamais. Même si elle est proliférante, le risque de cécité n'est pas imminent. Lorsqu'elle est proliférante, on a tout le temps de réaliser des angiographies, de faire des PPR, même des PPR en urgence en 15 jours, mais ce n'est pas dans la journée qu'elle va avoir une cécité, ce n'est pas une journée ou deux. C'est généralement la rétinopathie diabétique, je vous dis proliférante, il faut du temps. Et si la femme enceinte, elle est bien suivie, normalement, il n'y a pas de raison. Dès qu'on voit la prolifération, on commence par traiter au laser. Il n'y a pas de risque de décollement. Le décollement de rétine, il n'est pas dû à un effort de la rétinopathie diabétique. Il est dû à la traction, c'est-à-dire c'est la néovascularisation, c'est les néovaisseaux liés. Pourquoi ils vont tirer sur le vitré, il va se contracter, tirer sur la rétine. Donc ce n'est pas par rapport à la force ou à la force de l'accouchement. C'est la maladie qui évolue comme ça et ça met beaucoup de temps pour évoluer. D'accord. Donc, ce n'est pas l'accouchement, ce n'est pas le fait qu'elle fait des efforts. Voilà. Non, c'est le décollement de rétine, c'est-à-dire c'est la prolifération, c'est les néovaisseaux qui vont tirer sur le vitré, vont contracter le vitré, entraîner une traction sur la rétine. Donc, ça prend beaucoup de temps quand même, ce n'est pas la journée. Qu'est-ce que ça veut dire un champ tubulaire? Un champ tubulaire, c'est un malade qui voit sur la périphérie sauf le centre. Il souffre le centre. La périphérie, il ne voit rien. Donc, c'est noir partout, sauf juste un peu au centre, il voit. Il voit bien, mais c'est juste le centre. Ça s'appelle un champ tubulaire. Un champ tubulaire, ça veut dire le malade, quand il ne voit pas à droite et à gauche. Donc, c'est un peu quelque part de la malvoyance. Les anti-VEGF sont bien disponibles chez nous. Il y en a l'Ailea, on a les Lucentis. On a les malades sont traités chez nous depuis déjà pas mal d'années par anti-VEGF en cas d'œdème maculaire, surtout chez le diabétique et d'autres œdèmes maculaires également. Pour les examens, je ne suis pas au courant. Il faut attendre l'administration. Donc, rien n'a été décidé, à mon avis, pour le moment. Mais on vous le dira à temps. Ne vous inquiétez pas. Il faut apprendre les cours normalement, il faut réviser, il faut s'exercer à faire les QCR, il faut revoir le cours. Et à temps perdu, comme il n'y a pas de stage, essayez de voir les cours. Tu as le COUF, l'école française, le COUF, c'est des cours très bien faits, qui sont téléchargeables sur Internet, hein, et qui sont très très bien faits. On a tout l'ophtalmo en résumé. Et vous avez les cours qu'on vous a déposés. On a déposé les cours. Tout le monde a déposé les cours. Écrivez ophtalmologie, le COUF. Voilà, sur Google, vous allez avoir tous les cours. En plus, les cours qu'on vous a donnés, moi j'ai fait le cours sur la cataracte. Hein? Le cours sur la cataracte, il est téléchargeable sur le site.
Ok, donc vous avez le cours l'œil rouge douloureux, non douloureux. Vous avez tout sur le site. J'ai déposé le cataracte, j'ai posé le cours l'œil rouge douloureux. Une amputation occasionnelle de champ visuel, occasionnelle, ça ne veut rien dire. Il faut faire le champ visuel pour dire qu'il y a une amputation du champ visuel. Il faut faire le champ visuel. Si c'est une amputation de temps en temps, ça peut être une fatigue visuelle tout simplement. OK? Pour dire qu'il y a une amputation, il faut aller vers l'appareil, il faut tester et faire le champ visuel. Le champ visuel, il y a une amputation du champ visuel. Sinon, le flou avec visuel intermittent, ça peut être dû juste à une fatigue. OK? Les critères de gravité de la kératite, il y a des critères généraux et des critères locaux. Les critères locaux, souvenez-vous, c'est les abcès grabent la pupille. Quand ils sont proches de la pupille, quand ils sont gros, c'est un critère de gravité. C'est le plus important. Les critères généraux, c'est le monophtalme. Jamais pour vous, c'est rien. C'est toujours grave quand on a un seul œil qu'il est malade. Donc, le monophtalme, comme l'enfant aussi, parce qu'il ne peut pas se plaindre, et quand quelqu'un il est indiscipliné, aussi c'est un critère de gravité. En gros, c'est ça. Mais surtout, garder sur le plan local, c'est le gros abcès, grippe la pupille et lorsqu'il s'accompagne d'un hypopion ou d'une endophthalmie ou d'un tendal. Ça aussi, c'est grave. Donc, je reprends sur le plan local, les tendals et les gros abcès supérieurs à 3 mm près de la pupille avec hypopion. Et sur le plan général, le monophtalme et l'enfant et l'immunodéprimé. Il ne faut pas les rater, c'est grave. Le polycopier est complet, hein, ne vous inquiétez pas, nous, pour les cours, c'est surtout le cours que je donne maintenant et aussi le polycopier, il est important hein, parce qu'on tient compte aussi des gens qui n'ont pas pu se connecter. Donc, on va revoir le cours qu'on vient de donner, aussi le cours qu'on a donné, parce qu'on a quand même donné un support pédagogique qui est important, qui est bien fait, qui résume le tout. Hein. Maintenant, il faut faire un effort, il faut lire aussi un peu. Hein. Il faut lire sur Internet, sur les cours, il faut revoir, il faut un peu papoter, il ne faut pas se plier uniquement sur le cours. Ça, c'est juste un support pédagogique, le data show et le cours. On ne sortira pas de plus important. Sachez qu'il y a toujours dans les grandes lignes, les grands axes les plus importants. Les critères de gravité des kératites, ce sont surtout quand on parle de kératites graves, c'est les kératites bactériennes. Même très pour les kératites bactériennes parce qu'elles évoluent rapidement. C'est pour ça que les kératites, c'est surtout les critères de gravité de la kératite bactérienne parce que ça évolue rapidement et on peut perdre l'œil rapidement. Normalement, pour aujourd'hui, c'est bon. J'ai essayé de faire un résumé, de ne pas être trop pour ne pas trop vous charger, tenant compte de ce qui a été dit dans les polycopiés, j'ai essayé d'expliquer surtout, d'avoir un cours un peu agréable et de vous faire un résumé sur les points les plus importants, ce que doit connaître un généraliste. Très important la formation. Ça, c'est pour votre formation. Si vous savez ce que je viens de dire aujourd'hui, c'est très très bien, vous êtes un excellent généraliste. Très normalement, toute kératite, surtout lorsque le malade est porteur de lentilles de contact, normalement, on n'a pas le droit de mettre les antibiotiques sans au prélèvement. Maintenant, en Algérie, vous savez, ils partent pas les enfants loin. On ne va pas les laisser avec leur abcès, ne pas les traiter. Ils habitent dans des endroits enclavés, ils peuvent avoir un laboratoire. Parfois, vous tombez sur la veille d'un week-end. Et donc là, on gère un peu. Mais normalement, même si on les met sous antibiotiques, quand ils sont hospitalisés, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on fait des fenêtres thérapeutiques, les antibiotiques 48 heures et on reprend et on fait encore un prélèvement et un antibiogramme. Mais qu'est-ce qui mal l'antibiogramme et le prélèvement? Non, il n'y a pas de doute diagnostic. Non, on a le viral, on a les bactériens. OK, viral, l'herpès, viral. L'autre, c'est stromal. Nous, on connaît, on connaît. OK? Voilà.
C'est bon, vous avez tout compris? Ok, tout le monde a compris? Encore une fois, comme ça je vous salue pour vous dire au revoir. C'est bon? Ça marche? Tout le monde a saisi? Très bien, je vous souhaite bon courage, bonne continuation, protégez-vous bien et à la prochaine, Inch'Allah. Et bon courage pour la révision. Et tenez bon, il faut toujours tenir bon. Voilà, très bien. Merci pour votre attention. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Ok. Allez, bonne soirée. Non, il n'y a pas de cours. Vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a pas de cours. J'ai fait le cours. Le cours a été partagé en deux par rapport à la vidéoconférence parce qu'elle ne nous permet pas de faire un cours de 1 heure et demie. Donc, on a partagé en deux. C'est tout. C'est le seul cours. Nous avons fait l'œil rouge douloureux, l'œil rouge non douloureux et œil pathologie générale. Voilà Lynn, voilà Malek, voilà Lina, Nour et tout le monde. Bonne soirée. Chanez aussi. Bonne soirée. À la prochaine.